Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel enregistrement d'un dossier thématique Dynamica sur la thématique du stress oxydant. Donc, faut-il faire de la lutte contre le stress oxydatif une priorité? Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ludovic Rondini, j'ai un doctorat en nutrition et une de mes spécialités, c'est la micronutrition et plus particulièrement le stress oxydant. Pour la petite histoire, j'ai fait mon doctorat sur des problématiques concernant et liées aux antioxydants, notamment leur biodisponibilité, leur devenir dans l'organisme et leur mode d'action. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Au programme de ce dossier, nous avons notamment un certain nombre de questions. Tout d'abord, on va essayer de comprendre ce qu'est un radical libre. On va voir, c'est assez complexe. J'espère réussir à vous transmettre cette information. On verra ensuite à quoi servent les radicaux libres. On verra qu'ils sont capables du pire comme du meilleur. On verra ensuite la notion de stress oxydatif, ou de stress oxydant, c'est la même du reste. On verra comment se défend l'organisme d'un trop-plein de radicaux libres. Et puis enfin, on verra quels sont les grands antioxydants et faut-il en consommer au quotidien. Je conclurai par quelques messages de prévention et quelques conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre statut nutritionnel et antioxydant. Alors commençons par notamment la définition d'un radical. C'est une notion qui n'est pas évidente à comprendre parce qu'elle nécessite quelques notions de chimie. Je vais essayer de vous vulgariser les choses de la manière la plus simple possible. Alors vous savez, on a des molécules. Une molécule, c'est quelque chose qui est neutre, c'est-à-dire qui n'a pas de charge et qui est relativement à l'équilibre. A contrario, des radicaux libres sont des molécules sur lesquelles il va manquer un électron. Alors juste pour vous resituer un peu les choses, ici on représente un atome ou une molécule avec un noyau, c'est ce que vous avez, c'est le point vert que vous avez au centre, et puis tout autour de ce noyau, un peu comme des lunes autour d'une planète, eh bien vous avez des électrons. Et ces électrons sont bien rangés de manière bien organisée, bien ordonnée. Et évidemment, s'il manque par, on verra un certain nombre d'événements, un électron autour de cet atome, autour de cette molécule, eh bien ça forme ce qu'on appelle un radical, qui est en fait une version un peu modifiée de la molécule, mais qui va être une version beaucoup plus réactive, beaucoup plus agressive. Alors comment forme-t-on les radicaux libres et comment se fait-il qu'il va manquer un électron? Eh bien avant tout parce qu'on va apporter à une molécule, généralement la molécule d'oxygène, parce que la quasi-totalité des radicaux formés sont des molécules qui dérivent de l'oxygène, eh bien on va les former à partir d'une source d'énergie. Donc ça peut être les UV du soleil, ça peut être des radiations, ça peut être plein de choses, et ces rayonnements très énergétiques vont casser les molécules de manière non conventionnelle et former ces fameux radicaux libres. À partir de là, et on va le voir, les radicaux libres étant des molécules très instables, elles vont être très réactives et elles vont se mettre à réagir avec un grand nombre de molécules. Par exemple, des molécules biologiques, j'aurai largement le temps de revenir là-dessus, et faire plein de dégâts au niveau de la cellule et endommager elle-même des cellules. Le dernier point qui est important de considérer, c'est qu'une fois qu'un radical est formé, il va se propager et on va avoir un effet boule de neige et un effet amplification. C'est pour ça qu'il faut être très prudent avec ces radicaux libres parce que assez rapidement, ils peuvent avoir des conséquences très importantes. D'ailleurs, pour vous le faire comprendre, il y a un exemple que vous connaissez tous. C'est par exemple le rancissement. Vous êtes tous tombés sur une huile ou un beurre qui était devenu rance avec un goût qui est très très désagréable. Eh bien, avant d'avoir ces molécules qui sont malodorantes et non agréables, eh bien, il s'est passé plein d'étapes préalables et ces premières étapes, ce sont des étapes d'oxydation. C'est-à-dire que votre huile, votre beurre a eu trop chaud, il a été trop chauffé, il a été mal conservé. Ça a formé en fait des radicaux et ces radicaux se sont traduits par une dégradation des lipides, des graisses qui forment cette huile ou ce beurre avec cette conséquence de former des composés qui sont malodorants et qui sont caractéristiques du rancissement. Alors, quels sont les phénomènes à l'origine des radicaux libres? On a deux grands phénomènes. On a des causes qui sont dites exogènes, c'est-à-dire extérieures à l'organisme, et des causes dites endogènes, c'est-à-dire qui sont liées au fonctionnement même de l'organisme. Alors si je regarde les causes exogènes, on a
plein de choses qui, dans notre environnement, peuvent générer des radicaux libres. Par exemple, le tabagisme. Dans la cigarette, il y a des solvants, il y a des métaux lourds, il y a un certain nombre de composés organiques, et puis c'est un produit de combustion qui va produire des particules, qui va produire des hydrocarbures qu'on va ingérer, les fameux goudrons, et ça c'est très générateur de radicaux libres. Ensuite, on a certains médicaments. J'ai mis ici peut-être c'est le médicament le plus consommé au monde, le paracétamol, et qui est probablement celui qui induit un stress oxydant le plus important, notamment au niveau du foie. C'est pareil, je vais vous redonner quelques exemples, je reviendrai là-dessus. Après, vous connaissez tous les UV. Alors, UVA, UVB, UVC. Les UVB et les UVC sont les plus délétères pour notre organisme. Ces rayonnements sont très énergétiques et ils vont être capables de générer un grand nombre de radicaux libres, à l'origine des coups de soleil dans un premier temps, à l'origine également des cancers de la peau dans un second temps. Bon, ensuite, on a la pollution atmosphérique. Alors, c'est à la fois les gaz qui sont rejetés par les moteurs à combustion ou éventuellement les chauffages au fioul, etc. Mais c'est également les particules fines qui sont rejetées dans l'atmosphère. Et là, des sources de particules fines, il y a évidemment la combustion, par exemple, du diesel, mais on a aussi sur un véhicule plein de choses qui peuvent émettre des particules fines, comme par exemple les plaquettes de frein, les pneus, etc., etc. Et ces particules fines sont particulièrement délétères parce qu'elles vont, au niveau de nos muqueuses, induire un stress oxydant qui est très important. Bon, bien évidemment, on a les radiations, on a tous conscience d'un certain nombre d'accidents nucléaires ou de l'utilisation de bombes nucléaires qui ont causé des radiations de manière très importante et qui évidemment favorisent la survenue d'un certain nombre de maladies. La plus connue, c'est bien sûr le cancer. La présence de nanoparticules dans notre environnement, alors ça, beaucoup dans les cosmétiques, un peu dans l'alimentation et puis dans notre environnement de manière générale. Là aussi, ces petites particules vont faire réagir notre système immunitaire et vont être génératrices de radicaux libres. Et puis ensuite, il y a notre alimentation. Alors, deux grandes catégories que j'ai stigmatisées, mais c'est totalement assumé parce qu'à juste titre, l'alcool qui va générer au niveau du foie un très fort stress oxydant. C'est pareil, je vous réexplique comment ça marche juste après. Et puis, des additifs alimentaires, j'ai choisi la charcuterie, c'est pas anodin. On sait très bien que les sels nitrés sont procarcinogènes, l'OMS le dit, un certain nombre d'organisations le disent. Il y a d'ailleurs un certain nombre de procès en cours en ce moment contre l'industrie de la charcuterie. Alors, évidemment, ce sont des aliments qui sont très agréables au goût, mais à manger à parcimonie ou alors à contrebalancer avec des aliments antioxydants et anti-inflammatoires. J'aurai largement l'occasion de vous donner des exemples. Et puis ensuite, on a des causes dites endogènes. Alors, le plus gros générateur de radicaux libres dans l'organisme, c'est la production d'énergie. Quand vous fabriquez la fameuse molécule d'ATP au niveau de la mitochondrie, eh bien, vous allez avoir une fraction de l'oxygène qui est utilisée. Vous savez, on utilise beaucoup d'oxygène pour fabriquer de l'énergie, ce qu'on appelle la respiration, ou les mécanismes aérobies de production de l'énergie. Eh bien, on va avoir une fraction de cet oxygène qui va être converti en radicaux libres. On a un deuxième grand générateur de radicaux libres, c'est le système immunitaire, qui va d'ailleurs générer ces radicaux libres pour augmenter son potentiel toxique vis-à-vis des virus, des bactéries et autres agents pathogènes. Et puis enfin, on a un troisième système qui va être producteur de radicaux libres, c'est le foie. Le foie, dans son fonctionnement, quand il va détoxiquer des molécules, eh bien, il va pouvoir générer des radicaux libres et il va effectivement falloir manipuler cette détoxication avec habileté pour éviter d'accumuler des composés qui vont être très toxiques pour l'organisme. Allez, j'ai 2-3 exemples qui sont assez techniques, donc je vais essayer de les vulgariser au maximum et si vous avez des questions, de toute façon, on aura le webinaire derrière pour revenir dessus. Le système immunitaire, donc là j'ai représenté notamment le macrophage, et vous voyez le macrophage par tout un système d'enzymes, les enzymes sont en verte sur ce schéma, Inos, NOX et MPO, vont fabriquer des radicaux libres. Alors les radicaux libres, c'est toutes les molécules que vous voyez avec un point notamment, ce sont elles qui sont qui matérialisent, si vous voulez, sur une molécule chimique ou en représentation sa forme radicalaire.
Et au passage, ces macrophages vont fabriquer, notamment via la méloperoxydase, eh bien, CLOH, qui est ni plus ni moins en fait que de l'eau de Javel. Hein. Donc on va vraiment avoir, vous voyez, comme ça, tout un tas de molécules extrêmement agressives qui, évidemment, si elles sont dirigées contre une cellule, va être extrêmement toxique pour la cellule, et c'est ce qui va se passer dans un certain nombre de pathologies, mais si elles sont axées contre des micro-organismes, eh bien on va augmenter très fortement le potentiel de défense de ce dernier. Je vous parlais du foie aussi. Alors là, la détoxication hépatique, ça mériterait un webinaire en entier, donc je vais vous faire une version très vulgarisée et très synthétique des choses. L'organisme, tous les jours, est confronté à des molécules qui sont indésirables et qui doivent être éliminées. Donc pour éliminer ces molécules, l'organisme va essayer de les solubiliser en les transformant et pour les rendant plus facilement éliminables. Alors dans le meilleur des cas, elles sont très solubles, donc elles vont être véhiculées par le sang, filtrées par le rein et éliminées par l'urine. Soit elles sont moins solubles et à ce moment-là, on va utiliser la vésicule biliaire, la bile, et l'élimination par les voies naturelles pour éliminer ces déchets. Pour en arriver là, il y a deux grandes étapes pour transformer ces molécules, ce qu'on appelle la phase 1, une étape qui permet d'accrocher une molécule permettant ensuite, pendant la phase 2, d'accrocher une molécule beaucoup plus grosse, beaucoup plus hydrosoluble, qui va nous permettre donc de l'éliminer, comme je vous le disais, dans le meilleur des cas, dans l'urine. Alors, ces deux phases sont indispensables pour éliminer un certain nombre de déchets de l'organisme ou de l'alimentation, mais la première phase est assez critique parce que en fixant ce groupement permettant d'accrocher une molécule plus grosse, eh bien souvent on va générer une molécule qui est plus toxique que la molécule d'origine. Et ça peut engendrer, si notamment on a un blocage où les enzymes de phase 2 fonctionnent mal, eh bien on va engendrer la production de molécules intermédiaires qui sont très réactives, radicalaires généralement, et en l'occurrence procarcinogènes. Donc ça c'est vraiment très problématique et il faut vraiment faire attention. C'est pour ça d'ailleurs que souvent qu'on fait des détox hépatiques pour éviter, pour favoriser le bon fonctionnement du foie, éviter la formation de ces radicaux par le foie. Alors j'ai un exemple que je peux vous citer, c'est la détoxication de l'alcool. Donc l'alcool, vous savez, celui que vous ingérez quand vous buvez une bière, un verre de vin ou un shot de vodka, eh bien c'est l'éthanol. Il est transformé par un certain nombre d'enzymes hépatiques, donc notamment les cytochromes, c'est ce qui est marqué en bleu, la CYP2E1 avec voilà, ce nom de code un peu caractéristique de certaines enzymes hépatiques. Et ce qui est surtout important de comprendre, c'est que on va transformer cet éthanol en acétaldéhyde. Et cette molécule, alors vous voyez, elle n'est pas complètement radicalaire, mais elle est quand même très agressive. C'est elle qui va notamment engendrer eh bien, tous les phénomènes de gueule de bois, hein, le fait qu'on ait mal à la tête, le fait qu'on ressente un état d'ivresse, et puis toutes les conséquences négatives. Je vous rappelle que l'alcool est une molécule qui provoque le cancer notamment, et un certain nombre de troubles cardiovasculaires. Eh bien, c'est principalement cet acétaldéhyde qui est un produit de dégradation de l'éthanol qui pose eh bien, les problèmes liés à une surconsommation d'alcool. Et puis je terminerai par un dernier exemple, le paracétamol. Donc le paracétamol, vous savez, c'est un antidouleur, une molécule qu'on prescrit beaucoup parce que elle est relativement bien tolérée et pourtant, eh bien, cette molécule n'est pas neutre, elle est métabolisée par le foie, elle produit des métabolites du paracétamol, c'est-à-dire des produits de dégradation. Et ces produits de dégradation vont piéger notamment dans le foie une molécule qui est très importante, dont je vais abondamment vous reparler dans ce dossier, qui est le glutathion. Le glutathion, c'est notre antioxydant cellulaire majeur. C'est toujours lui qui agit en première ligne et qui nous protège d'un stress oxydant. Et donc évidemment, vous comprenez que si le paracétamol, en tout cas ces métabolites, c'est-à-dire les molécules qui sont transformées par le foie, les fameux intermédiaires dont je vous parlais précédemment, eh bien si ces métabolites piègent le glutathion, vous comprenez qu'on va piéger, inactiver notre première ligne de défense. Et une des conséquences d'une intoxication au paracétamol, eh bien, c'est d'engendrer
une hépatite fulgurante, c'est-à-dire une inflammation du foie très importante. Pourquoi? Parce que en piégeant votre système de défense contre le stress oxydant, eh bien vous allez créer un énorme stress oxydant dans un premier temps qui va se transformer en inflammation majeure, et c'est ce qui cause eh bien, plus d'un millier d'hospitalisations en France. Alors les chiffres sont assez confidentiels, mais quand on va sur des sites étrangers, on arrive à trouver les vraies valeurs. Mais voilà, donc des intoxications par le paracétamol qui sont médiées par un stress oxydant et qui provoquent tous les ans des accidents et notamment des décès par des prises trop importantes de paracétamol. Alors finalement, on peut se poser la question, mais est-ce que ces radicaux libres ont véritablement un intérêt pour l'organisme, puisque dans ce que je suis en train de vous décrire, on voit des choses extrêmement négatives? Eh bien, ça c'est quelque chose qu'on a découvert il y a une quinzaine d'années, c'est que notamment les radicaux libres n'avaient pas toujours un effet négatif. Ils pouvaient notamment avoir un effet positif et engendrer une adaptation de notre organisme. J'ai 2 exemples là-dessus. Je vous en parle juste après. Ensuite, les radicaux libres font partie intégrante de notre métabolisme. Quand on respire, quand on détoxifie, quand on produit de l'énergie, eh bien, on va naturellement produire des radicaux libres. Et finalement, ces radicaux libres, si leur quantité est contrôlée, eh bien, finalement, ils ne vont pas avoir un effet si négatif que ça, parce qu'on va être capable de contrôler, de maîtriser ces radicaux libres qui sont générés. Et puis, là où, par contre, il faut faire attention, c'est quand on a un trop plein de radicaux libres qu'ils sont non maîtrisés, et là, on va tomber vers des pathologies liées à un stress oxydant. C'est pareil, je vais vous présenter en fait l'ensemble de ces pathologies un petit peu plus loin. Alors, le premier exemple que je peux citer sur le stress oxydant adaptatif, c'est celui que l'on a en récupération après l'effort. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, vous alliez voir un entraîneur sportif, vous alliez voir un médecin du sport, il vous disait « Vous avez tout intérêt à consommer des antioxydants après l'effort pour diminuer votre stress oxydant et accélérer votre vitesse de récupération. » Alors c'est vrai qu'on va accélérer la vitesse de réaction. Néanmoins, quand on va piéger les radicaux qui sont produits à l'effort, eh bien, on risque de se priver d'un certain nombre de phénomènes adaptatifs qui vont permettre de nous améliorer et d'améliorer en fait notre condition physique. Parce que ces radicaux libres vont justement permettre d'augmenter nos capacités respiratoires, d'augmenter notre résistance à l'effort, de potentialiser en fait l'utilisation de nos réserves énergétiques. Et ça va vraiment avoir des vertus. Et donc aujourd'hui, si j'essaye de synthétiser tout cela et de le résumer par un conseil simple, eh bien, si vous êtes en période d'entraînement et que l'objectif est d'augmenter vos capacités physiques et physiologiques, alors vous n'avez pas intérêt à prendre des quantités massives d'antioxydants après l'effort. Vous allez être certes plus fatigué, mais ça va fortifier votre organisme de manière plus importante. Par contre, si vous êtes sur une grosse période, en période de compétition, en période où vous avez besoin de récupérer vite parce que vous allez refaire une épreuve le lendemain, alors là, vous avez tout intérêt effectivement à consommer des antioxydants après l'effort pour éviter d'avoir une fatigue trop marquée et trop importante le lendemain. Alors le deuxième cas de figure que je peux vous citer, c'est une petite fierté personnelle. J'ai participé à une étude l'année dernière sur le lien entre immunité et stress oxydant, notamment sur des patients qui étaient atteints du Covid. Donc on a fait ça en partenariat avec l'Université de Liège, avec le docteur Pinsmile, qui est un des grands spécialistes des antioxydants en Europe. Et notamment au CHU de Liège, ils ont une véritable expertise sur le statut antioxydant, et toutes les lignes que vous avez ici, ce sont des molécules ou des marqueurs du stress oxydant, et ça, ce sont des mesures qui sont faites sur le sang. Et donc, on a comparé dans cette étude, qui a été publiée l'année dernière, enfin il y a 2 ans, hein, c'est une publication qui date de 2021, pardon, on a comparé le statut antioxydant de patients qui étaient en salle de réanimation ou qui étaient en salle banalisée mais qui avaient le Covid,
versus des patients qui sont ou des personnes qui viennent au CHU pour faire des statuts antioxydants. Et on a pu voir qu'un grand nombre de marqueurs étaient perturbés. Je vous ai surligné en jaune ceux qui étaient les plus perturbés. Et aujourd'hui, on sait très bien que les cas les plus sévères de Covid, alors je sais que le Covid c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, évidemment, on a tous envie de le laisser derrière nous, mais essayons d'en tirer quand même quelques enseignements scientifiques. Et avec le recul, on se rend compte qu'effectivement, le statut des antioxydants et le statut oxydatif des défenses antioxydantes du corps était particulièrement perturbé et que ça a probablement été une part de l'explication aux cas les plus sévères et avec souvent et parfois des conséquences dramatiques. Et d'ailleurs, je vous ai remis ici une publication qui date pareil de 2021, où on peut voir que par rapport au Covid en particulier, je vais rester sur cet exemple, même si les exemples sont nombreux et autres sur le lien entre immunité et stress oxydant, on peut voir que dans les choses qui ont été publiées, notamment sur la prévention, la diminution de la réplication virale, les symptômes, etc., bref, tous les facteurs qui étaient associés à cette pathologie, eh bien, on peut voir que parmi les 5 nutriments qui ont montré leur efficacité, eh bien 4 sont des antioxydants, la vitamine A, la vitamine C, le sélénium et le zinc. Donc vraiment, aujourd'hui, on connaît de mieux en mieux les liens entre stress oxydant et immunité, et c'est une des conséquences aussi d'avoir des antioxydants pour renforcer son immunité. C'est un sujet qui est encore trop méconnu et qui est pourtant fondamental. Alors là, je vous ai cité quelques exemples d'un stress oxydant, pardon, pas d'un stress oxydant, de radicaux libres, je vais y arriver, qui était bénéfique pour l'organisme, qui favorisait une adaptation, soit à un agresseur, un virus, soit à une contrainte, notamment lors d'un entraînement physique. Maintenant, il y a la notion de stress oxydant. Et quand on entend stress, on entend bien cette notion de déséquilibre parce que ça met une pression sur l'organisme. Alors à la base, cette théorie du stress oxydant ou stress oxydatif, c'est la même chose, a été formulée en 1956 par Harman dans un livre qui s'appelle Free Radical Theory of Aging, qui est en fait qui explique que le vieillissement est lié notamment à l'accumulation de dommages oxydatifs au niveau de la cellule. Théorie qui est encore tout à fait valide, même si on ne comprend pas bien les mécanismes complexes et fins du vieillissement. En tout cas, on sait très bien qu'un stress oxydant accélère le vieillissement. Et cette théorie a été conceptualisée plus finement en 1985 par Helmut Sies, notamment par cette définition. Le stress oxydant est un déséquilibre de la balance pro-oxydant-antioxydant en faveur des premiers, qui entraîne des dommages oxydatifs des biomolécules. Donc vous comprenez bien qu'on a un trop-plein de radicaux libres, de molécules pro-oxydantes, par rapport aux capacités de défense de l'organisme, et cela, ça va engendrer eh bien, des radicaux libres en très grande quantité, qui vont être mal contrôlés, voire pas contrôlés du tout par l'organisme, et qui vont avoir un effet boule de neige en dégradant un grand nombre de molécules. Alors, des oxydations, vous les avez toutes déjà ou tous déjà vues, notamment dans des fruits et légumes. Vous savez, quand vous coupez une pomme, bon ici j'ai mis une tomate, mais c'est encore plus représentatif sur une pomme, vous coupez une pomme et vous voyez, elle va brunir au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle le brunissement enzymatique. Et ce brunissement enzymatique, il est lié à un stress oxydant. Les polyphénols de la pomme vont s'oxyder pour essayer de la protéger et d'augmenter en fait sa durée de vie. Et en s'oxydant, ces polyphénols deviennent des quinones. Les quinones, c'est marron et c'est ce qui explique le changement de couleur de la pomme. Eh bien, c'est la même chose au niveau d'une cellule. Quand la cellule est attaquée par des radicaux libres, eh bien, cette cellule va se dégrader avec une vitesse plus ou moins importante et ça va provoquer un certain nombre de pathologies. Alors, dans un premier temps, le dysfonctionnement de la cellule, mais si beaucoup de cellules sont atteintes, ça va engendrer un certain nombre de pathologies. Alors, pardon, quelles sont les molécules qui sont touchées par ce stress oxydant? Eh bien, la principale molécule
c'est l'ADN. L'ADN, vous savez, c'est constitué de sucre et de bases azotées. ADN, c'est adénosine désoxyribose nucléique acide. Et donc, c'est une molécule qui va, si vous voulez, être sensible à l'oxydation. Donc, le sucre, c'est le désoxyribose qui est capable de s'oxyder. Mais ce qui va surtout être sensible à l'oxydation, ce sont les bases azotées. La plus sensible, c'est la guanine. Et d'ailleurs, on peut le voir quand on fait un prélèvement urinaire et qu'on mesure un de ces marqueurs, la 8-hydroxy-2-désoxyguanosine, qui est un marqueur urinaire de la dégradation en fait de l'ADN. Alors au-delà des marqueurs et de ce qui s'oxyde dans l'ADN, c'est très problématique parce que l'oxydation de cet ADN eh bien, va engendrer un certain nombre de pathologies. La plus courante, la plus classique, c'est le cancer. Donc phénomène qui met du temps avant de se déclencher, mais qui finit finalement par arriver quand on a notre ADN qui est très abîmé. Bon, ensuite, on peut avoir d'autres biomolécules qui vont se dégrader. Par exemple, les protéines. On sait qu'on a un certain nombre d'acides aminés qui sont sensibles. Ça va engendrer notamment l'oxydation de ces protéines et de ces acides aminés, une inactivation des protéines et des enzymes. Or, je vous rappelle que les enzymes et les protéines sont vraiment fondamentales dans le fonctionnement de la cellule. Ça va engendrer notamment des problèmes de transport de molécules, des problèmes de transformation qui sont parfois très problématiques. Et puis, enfin, on a les acides gras dits polyinsaturés. Donc, ces acides gras polyinsaturés, c'est principalement des oméga 3 et des oméga 6 qui vont engendrer ce que l'on appelle une peroxydation lipidique, c'est-à-dire une oxydation des graisses. Ça, c'est important parce que ça va engendrer une altération des organes qui sont riches en AGPI, en acides gras polyinsaturés, principalement le cerveau, principalement l'œil, et puis ça va provoquer un ralentissement du fonctionnement de l'organisme. Alors, on a des pathologies qui sont directement liées au stress oxydatif. Par exemple, le système cardiovasculaire et tout le risque cardiovasculaire est lié, en l'occurrence, à un stress oxydant au niveau du cœur et des artères. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose, la formation de dépôts lipidiques au niveau des artères est complètement médiée par le stress oxydant et par une inflammation. Et vous comprenez pourquoi eh bien, le tabagisme, la sédentarité, une mauvaise alimentation, toutes ces choses dont on sait qu'elles sont préjudiciables pour nos cœurs et nos artères, eh bien, vont être si problématiques. Eh bien, ça va être problématique parce qu'on va avoir cette cascade justement au niveau du stress oxydant et ce risque qui va émerger. Alors au niveau du vieillissement, là aussi on peut avoir des phénomènes par exemple qu'on appelle la glycation, un peu comme si on caramélisait notre cellule, c'est la réaction entre un sucre et une protéine qui est présente dans nos cellules, et ça engendre un vieillissement accéléré de l'organisme, principalement au niveau du cerveau et de la peau, et dans une moindre mesure au niveau des artères. Et ce qui est très problématique, c'est que ça va activer le système immunitaire, ça va créer de l'inflammation qui va faire un effet boule de neige et qui va être très problématique. Et puis, une des conséquences aussi, c'est la perte de mémoire, c'est les troubles de la concentration, par exemple. Très caractéristique également, les maladies de l'œil, parce que la cataracte, les rétinopathies, la DMLA, vous savez, dégénérescence maculaire liée à l'âge, sont des pathologies qui sont directement en lien avec une oxydation des protéines de l'œil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille de mettre des lunettes de soleil avec des protections UV pour éviter justement cette oxydation qui est préjudiciable pour la vue. Et puis, je vous le disais, on a le cancer. Le cancer, c'est vraiment la pathologie qui est la plus caractéristique en fait d'un stress oxydant. Alors souvent un stress oxydant passé ou qui s'est accumulé, qui provoque des altérations dans l'ADN et la molécule, la cellule, quand elle est trop endommagée, eh bien, va se mettre en résistance. Et cette entrée en résistance, c'est le développement de la cellule cancéreuse. On a d'autres pathologies qui sont directement liées, notamment au niveau du cerveau, toutes les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, ou au niveau de la peau, des maladies comme le
le psoriasis, les phénomènes de brûlure hein, qui soient liés ou non à un coup de soleil, et puis le vieillissement de manière générale, les rides, l'affaissement de la peau sont liés à un stress oxydant qui va casser les molécules de collagène et qui vont favoriser l'émergence de ces rides qui sont caractéristiques et qui sont liées à l'âge. Le deuxième lien qu'on peut faire avec les radicaux libres, c'est l'inflammation. Souvent, quand il y a des radicaux libres, ça endommage les tissus, donc ça fait réagir le système immunitaire et ça crée un phénomène inflammatoire. On l'a vu au niveau des coups de soleil, on l'a vu au niveau de la glycation. Et ça peut engendrer un phénomène boule de neige ou un phénomène auto-entretenu. Et à l'inverse, certaines maladies inflammatoires peuvent créer un stress oxydant. C'est le cas par exemple des maladies articulaires, hein, les arthrites, polyarthrite et spondylarthrite. Et puis au niveau de l'intestin, les fameuses maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les pancréatites également. La pancréatite, c'est pas l'intestin, c'est le pancréas, hein, mais vous le comprendrez. Tout ça, ce sont des pathologies inflammatoires qui peuvent également engendrer un stress oxydant important. Alors, comment se défend l'organisme? Eh bien, finalement, par 4 moyens de défense. Par des enzymes qui sont spécialisées dans la lutte contre les radicaux libres. Par des antioxydants qui jouent un peu le rôle de fusibles que l'on va trouver dans notre alimentation. Par des molécules qui vont piéger des molécules qui vont activer le stress oxydant, par exemple les métaux lourds, hein, vous savez que les métaux sont pro-oxydants, et donc si on a des molécules qui piègent les métaux, on va protéger de la survenue des radicaux libres. Et puis beaucoup plus récemment, on a compris qu'un certain nombre de nutriments, et notamment de phytonutriments, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fruits et légumes en fait sur mon illustration, étaient capables d'induire et d'interagir au niveau de l'ADN et de favoriser le développement l'activation de gènes qui sont protecteurs contre les radicaux libres, notamment en fabriquant plus d'enzymes ou en activant un certain nombre de mécanismes de défense. Donc vraiment, ça c'est plus récent, mais c'est très intéressant et c'est médié par un certain nombre de gènes qui sont très caractéristiques. Alors, regardons ces 4 systèmes de défense un peu plus dans le détail. Commençons par les enzymes antioxydantes. C'est un peu complexe, c'est de la biochimie. Vous savez que j'adore ça pour ceux qui me connaissent. Donc ici, ces enzymes sont principalement focalisées sur les radicaux qui sont liés à la respiration. Donc au niveau de la mitochondrie, je vous ai expliqué qu'une fraction de l'oxygène est convertie en radicaux libres. Donc l'anion superoxyde, O2-. Et par le jeu de 2 enzymes clés, la superoxyde dismutase, que vous avez peut-être déjà rencontré, qui est sous son acronyme SOD, en lien avec de la cosmétique ou des compléments nutritionnels, eh bien, cette SOD va inactiver en partie ces radicaux, et ensuite une deuxième enzyme, la glutathion peroxydase, donc qui va utiliser le glutathion, va permettre de retransformer et vraiment inactiver complètement ces radicaux qui ont été formés par la respiration. Alors je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est assez complexe. Après on a un jeu de régénération du glutathion et de la glutathion peroxydase. Retenez simplement que ces 2 enzymes fonctionnent notamment avec un certain nombre de cofacteurs. Donc les cofacteurs, vous savez, ce sont des nutriments qui permettent d'assurer le bon fonctionnement des enzymes. Pour la SOD, c'est le manganèse, le zinc et le cuivre. Donc c'est très important d'avoir des statuts suffisamment importants en manganèse et en zinc notamment pour avoir une bonne détoxication par la SOD. Et puis le cofacteur de la glutathion peroxydase, c'est le sélénium. C'est pour ça que le sélénium est très souvent associé au stress oxydant parce qu'il va renforcer l'activité de cette glutathion peroxydase. Alors ensuite, vous avez des choses que vous connaissez généralement mieux. Ce sont les antioxydants dits primaires, c'est-à-dire des antiradicalaires. Le système est simple. Ces molécules vont agir comme des fusibles, c'est-à-dire qu'elles vont interagir avec le radical, elles vont piéger le radical, elles vont le stabiliser. Vous savez, le fameux électron qui manque, elles vont leur en donner un, elles vont stabiliser tout ça, et ça va permettre d'éviter cet emballement et cette cascade qu'on va pouvoir avoir au niveau de la cellule.
Alors dans ces antiradicalaires, on a des molécules qui proviennent de notre alimentation et on a des molécules que l'on fabrique pour nous protéger justement de ce stress oxydant. Alors dans les molécules dites exogènes alimentaires, on a 3 vitamines, la vitamine C, la vitamine E et la vitamine A. Alors d'ailleurs, la vitamine A, vous savez que son nom chimique c'est le rétinol. Et quand vous êtes en cosmétique, généralement on vous parle plutôt de rétinol. Vitamine A, rétinol, c'est la même chose. Puissante antioxydant, notamment au niveau cutané. Ensuite, vous avez les caroténoïdes. Alors les caroténoïdes, vous les reconnaissez très bien parce que dans l'alimentation, ils sont entre jaune et rouge en passant par toutes les nuances de orange. Et les plus connus, c'est le bêta-carotène qu'on va trouver dans la carotte principalement et le lycopène qu'on va trouver principalement dans la tomate, pas uniquement, hein, bien sûr. Et puis enfin, vous avez les polyphénols, donc les catéchines du thé, la quercétine de l'oignon ou de la pomme, le resveratrol du vin rouge ou du raisin. Et donc là, ce sont des molécules extrêmement variées qui là aussi sont assez facilement reconnaissables parce qu'elles ont des couleurs qui varient, notamment pour les anthocyanes, qui sont une catégorie de polyphénols, qui varient du rose pâle jusqu'au violet très intense, comme dans la myrtille ou dans la mûre. Et ces molécules sont extrêmement intéressantes. Elles jouent le rôle de fusibles, mais tous ces antioxydants jouent aussi pour activer les défenses de l'organisme. Vous savez, les fameuses interactions avec l'ADN découvertes plus récemment, dont je vous parlais. Je peux d'ailleurs vous donner des noms, hein, c'est ce qu'on appelle la nutrigénomique, qui est un sujet véritablement passionnant. Et puis enfin, vous avez des molécules qui sont produites par l'organisme, le fameux glutathion et son précurseur, la N-acétylcystéine, l'acide alpha-lipoïque, la bilirubine et l'acide urique qu'on va trouver principalement dans le sang, et le fameux coenzyme Q10, là aussi vous le connaissez peut-être par le biais de la cosmétique, mais qui est fondamental au niveau de la mitochondrie et de la respiration cellulaire. Alors vous voyez, ici j'ai pris volontairement quelque chose de très grand public, hein. Voilà, c'est un site qui effectivement conseille les aliments, 10 aliments riches en antioxydants, et à juste titre, le chou frisé, plein de vitamine C, plein de chlorophylle, plein de choses exceptionnelles, des épinards, pareil, à peu près les mêmes composants, de l'artichaut avec la fameuse slimarine, des choux de Bruxelles, du brocoli, de la betterave, du chocolat noir qui est merveilleux, il y a plein de polyphénols, il y a des lipides de bonne qualité, il y a pas mal de choses intéressantes. Le thé vert, hein, qui est absolument fantastique d'un point de vue d'apport en antioxydants et de bénéfices cardiovasculaires et anti-cancer d'ailleurs au passage. Les noix, et puis un certain nombre d'algues, la spiruline, la clamate, la chlorelle, tout ça sont des molécules qui sont extrêmement, des aliments qui sont extrêmement antioxydants. Je pense aussi aux baies, hein, n'hésitez pas, les framboises, les mûres, les myrtilles, tout ça c'est fantastique en termes d'apport en antioxydants, donc la liste est vraiment très longue. Et puis des publications beaucoup plus poussées, notamment sur par exemple, la prévention du cancer, et là vous voyez c'est une publication qui maintenant a une vingtaine d'années presque, et pourtant déjà on identifiait assez bien des molécules qui ont des vertus véritablement protectrices, hein. Je fais une toute petite aparté, vous savez que le cancer est une maladie de civilisation, qui est une maladie environnementale. Elle ne tombe pas du ciel, elle est très peu génétique, elle est notamment liée à notre hygiène de vie et à notre alimentation. Bon, de temps en temps aussi à des choses auxquelles on aimerait ne pas être confronté, des nanoparticules, des perturbateurs endocriniens, des virus oncogènes. Donc tout ça, c'est pas vraiment de notre faute, entre guillemets. On s'expose pas volontairement à ce genre de choses, mais sur le tabac, sur l'alimentation, sur l'alcool, là on a un vrai pouvoir. Et à contrario, on a des aliments qui sont très protecteurs. Là encore, vous en retrouvez quelques-uns. Entre parenthèses, vous retrouvez systématiquement le nom de la molécule dont on a identifié qu'elle constitue un des éléments protecteurs de l'aliment. Donc vous retrouvez le lycopène de la tomate, vous reconnaissez le curcuma et notamment sa curcumine. On peut citer encore une fois les catéchines du thé vert, etc., etc. Alors je vous dis un tout petit mot sur le glutathion. Le glutathion, c'est vraiment notre première ligne de défense. C'est en réalité une molécule qui est composée de 3 acides aminés, hein, des choses qui viennent plutôt des fractions protéiques, hein, de notre alimentation.
Et notamment, ce glutathion est très efficace parce qu'il va être capable de protéger très rapidement nos cellules. Au niveau du foie, on a beaucoup de glutathion, hein, je vous l'expliquais. Au niveau du cœur également, au niveau de tous les organes des muscles qui sont très producteurs d'énergie, on a des grosses quantités de glutathion. Le problème du glutathion, c'est que c'est une molécule activée. Sa durée de vie dans l'organisme est extrêmement courte et que finalement, si on essaye d'ingérer du glutathion, déjà on ne le trouve pas beaucoup dans notre alimentation. Et c'est une molécule qui est très fragile. Et quand on ingère du glutathion, le bénéfice, il n'est pas très important. Il dure 2, 3, 4 heures maximum. Après, cette molécule est dégradée. Et donc, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est non pas d'apporter du glutathion, mais d'apporter son précurseur qu'on appelle la N-acétylcystéine, la NAC, pour son acronyme qui a été très utilisé dernièrement. Alors, c'est vraiment une molécule superstar parce que, alors, c'est une molécule de synthèse, hein, qu'on s'entende bien. On la trouve de manière très réduite dans notre alimentation. C'est quand même assez difficile de l'avoir en fait de manière conséquente dans notre alimentation. Par contre, quand on l'a dans sa trousse à pharmacie et qu'on aille l'acheter donc en pharmacie ou dans un complément nutritionnel, eh bien ça va être très intéressant. Notamment, elle est utilisée en milieu hospitalier et dans les services d'urgence pour lutter contre les intoxications au paracétamol notamment, et également à d'autres molécules. Hein, quand par exemple vous avez une overdose d'un médicament ou d'une drogue, eh bien vous pouvez donner de la NAC, ça va renforcer le taux de glutathion et protéger le foie des conséquences. Pareil sur les intoxications aux champignons. Prévention de la toxicité des produits de contraste, ok, ça a une action mucolytique, donc c'est pour ça qu'on en donne quand on a les bronches encombrées. On peut l'utiliser dans un certain nombre de maladies cérébrales parce que la NAC est un très bon protecteur du cerveau, donc notamment sur des maladies neurodégénératives, la NAC est utilisée. Et puis plus récemment, on s'est rendu compte que la NAC renforçait nos défenses antioxydantes et pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment, elle a été très utilisée pendant le Covid avec notamment une réduction des cas de sévérité. Vous voyez ici, on a une publication qui date de 2020 et dès 2020 on se rendait compte et on savait que la NAC avait des vertus notamment pour réduire la charge virale. Alors je vous dis également un petit mot parce que des antioxydants il y en a des milliers, hein, donc on pourrait passer des heures à tous les voir et d'ailleurs notre moment d'échange sur le webinaire aura cette vertu. On pourra échanger sur des antioxydants dont vous avez entendu parler. Mais sur l'acide alpha-lipoïque, c'est une molécule qui est très intéressante. En fait, elle est assez peu antioxydante en elle-même. Par contre, c'est une molécule qui a deux vertus. La première, c'est que c'est un très bon chélateur des métaux. Donc, quand vous avez une intoxication avec du cadmium, de l'aluminium, du mercure, eh bien, du plomb, c'est très intéressant parce que cet acide alpha-lipoïque va piéger ces métaux et empêcher la survenue d'un stress oxydant important. Et puis, le deuxième effet, c'est qu'elle va régénérer les autres antioxydants. Et ça, c'est intéressant parce que, souvenez-vous, les antioxydants alimentaires agissent comme des fusibles. Donc, une fois qu'ils ont agi une fois, finalement, ça va être compliqué d'avoir une deuxième action. Et bien là, justement, l'acide alpha-lipoïque permet de régénérer ces antioxydants pour qu'on ait plusieurs cycles, plusieurs actions pour lutter contre cet effet de cascade des radicaux libres. Allez, en conclusion, je vous remets cette diapo parce que finalement, je pense que c'est la plus importante de ce dossier et de ce sujet. Il y a 10 ans encore, on ne connaissait pas le phénomène adaptatif des radicaux libres. Donc, attention à ne pas avoir systématiquement le biais de les voir simplement sous l'axe de la pathologie. Même s'il est vrai que la quasi-totalité des maladies dégénératives sont en réalité des pathologies qui sont liées à un stress oxydant dans une phase très précoce ou éventuellement dans une phase plus tardive. Ensuite, effectivement, quand il y a un stress oxydant, c'est-à-dire un trop-plein de radicaux libres par rapport aux défenses de l'organisme, eh bien, ça engendre un vieillissement accéléré de l'organisme. Alors, visible, j'ai mis ici la photo de la peau où on a l'apparition de rides, la peau qui s'affaisse, etc. Et donc ça, c'est particulièrement facile à identifier. Mais n'oubliez pas que ce vieillissement accéléré, il est aussi au niveau du cerveau, au niveau des yeux, au niveau des artères, au niveau des tissus de manière générale.
Et ce vieillissement accéléré, ce stress oxydant, va générer des maladies chroniques et des maladies dégénératives. Encore une fois, cancer en numéro 1, maladie cardiovasculaire en numéro 2, ou à égalité sur le podium, peu importe. Et ensuite, des maladies neurodégénératives comme par exemple Parkinson, Alzheimer, et puis des maladies de peau. Quelques conseils maintenant pratiques pour améliorer votre statut nutritionnel. Eh bien, privilégiez les apports alimentaires. En fait, si vous recherchez des aliments qui sont riches en antioxydants, vous allez considérablement améliorer vos apports alimentaires. Parce que vous allez aller chercher non seulement des aliments qui sont riches en antioxydants, mais vous allez vous tourner vers une alimentation qui est anti-inflammatoire. Et ça, c'est vraiment la clé d'une bonne santé et la clé d'une bonne alimentation. Donc, comment reconnaître un aliment qui est riche en antioxydants? Internet regorge de tables d'antioxydants, mais à l'œil nu, vous le savez, des fruits et des légumes colorés, plus il y a de la couleur, plus il y a du goût, plus il y a des antioxydants, d'où l'intérêt d'aller les chercher en saison. Des céréales complètes qui sont aussi très riches en antioxydants, petit clin d'œil à l'acide férulique sur lequel j'ai consacré 3 ans de ma vie. Le thé vert notamment qui est très riche donc en catéchine, je vous le disais. Faites attention, ce qui est important, c'est surtout d'apporter beaucoup d'antioxydants à faible dose pour éviter des effets pro-oxydants, éviter les compléments nutritionnels ou alors si vous le faites vraiment, utilisez-les à dose nutritionnelle ou en tout cas faites attention que les doses qui sont utilisées sont bien des doses nutritionnelles et pas pharmacologiques. C'est important. Quand vous consommez trop d'un antioxydant, il a l'effet inverse, il devient pro-oxydant. Ça a été notamment vérifié en donnant des mégadoses de bêta-carotène et de vitamines A et E dans les études ATBC et CARET qui voulaient protéger des fumeurs d'un cancer du poumon. Et en fait, on a accéléré avec ces mégadoses la survenue des cancers. Donc, vraiment, faites attention à avoir des apports nutritionnels et à ce que l'alimentation soit votre plus grand pourvoyeur en antioxydants. Essayez aussi de limiter les causes de formation des radicaux libres, donc avec une alimentation qui serait pro-inflammatoire, des aliments frits, des aliments sucrés, des aliments voilà, qui sont de mauvaise qualité, des aliments ultra transformés. Faites attention à l'intoxication par les métaux lourds, donc amalgame dentaire, vous n'y êtes pas pour grand-chose, mais voilà. Tabagisme, consommation d'un certain nombre de produits voilà, qui peuvent être contaminés, etc. etc. L'hygiène de vie est importante aussi, donc tabac, alcool, sédentarité, exposition au soleil entre 12h et 16h l'été, voilà, tout ça c'est des choses aussi qui vont favoriser un stress oxydant important, donc faites attention, essayez d'avoir une bonne hygiène de vie. Et puis les médicaments, donc paracétamol, contraceptifs oraux, je vous cite ces deux-là parce que c'est généralement ceux qui sont les plus visibles et qui engendrent un stress oxydant le plus important. Et puis, enfin, favoriser des régénérateurs ou le soutien des défenses antioxydantes pour vous aider votre organisme à fonctionner au mieux. Des chélateurs de métaux, donc acide alpha-lipoïque, là c'est principalement de la supplémentation. Des polyphénols, ça c'est principalement l'alimentation, par exemple des catéchines. Des oligo-éléments, donc sélénium, manganèse, zinc. Attention aux excès de cuivre et de fer qui sont très pro-oxydants, surtout le fer. Et puis, augmenter ses taux de glutathion avec de la N-acétylcystéine. Donc là aussi, c'est de la supplémentation. Du sélénium, donc ça, c'est des fruits à coque, par exemple. Des vitamines C ou E que vous allez trouver toujours dans les fameux fruits et légumes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que je vous aurai apporté quelques éclairages sur le stress oxydatif et ses conséquences. Et j'ai le plaisir de vous retrouver lundi prochain pour répondre à vos questions. J'espère qu'elles seront nombreuses. Portez-vous bien, à très bientôt.